Johnny a conquis des générations de Français avec ses tubes Que je t'aime, Quelque chose de Tennessee, Allume le feu. Avec la mort de Johnny Hallyday dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 décembre, à l'âge de 74 ans, c'est une légende de la chanson française qui disparaît. L'artiste était devenu un mythe vivant en France, ayant conquis un très large public qui appréciait autant sa personnalité et sa sensibilité que ses chansons. Sa carrière est phénoménale. Il a enregistré plus de 1000 titres, composé une centaine de chansons et vendu 110 millions de disques. L'artiste est décédé des suites d'un cancer de poumon. Il avait été hospitalisé pour détresse respiratoire il y a un mois. Après 6 jours passés dans la clinique Big 7 du 16e arrondissement de Paris, il avait décidé de rentrer à son domicile de Marne-la-Coquette. Johnny Hallyday, pseudonyme de Jean-Philippe Smet, est né le 15 juin 1943 à Paris, d'un père belge et d'une mère française. Ses parents se quittent après sa naissance. L'absence de son père l'obsédera toute sa vie. Jean-Philippe Smet est élevé par sa tante maternelle Hélène Marr, qui s'installe à Londres. Les deux filles Marr sont danseuses classiques. Il découvre avec elle et le coup de l'une d'elles, Lee Hallyday, le monde du spectacle. Il s'inspira de son nom pour choisir son propre nom de scène. À juste titre, toute la France lui a rendu un grand hommage mérité le samedi 9 décembre dernier. L'académicien Jean d'Ormesson, icône de la littérature française, est mort à l'âge de 92 ans. Une disparition qui a suscité une myriade d'hommages. Le romancier a succombé dans la nuit de lundi à mardi 5 décembre à une crise cardiaque à son domicile de Neuilly-sur-Seine. Homme brillant, espiègle, volontiers séducteur, derrière son regard bleu et malicieux, l'ancien directeur général du Figaro était un homme de droite, mais aussi un amoureux fou de l'œuvre du poète et communiste Louis Aragon. L'homme qui avouait un jour avoir écrit son premier roman pour plaire à une fille et estimait n'avoir absolument pas la vocation à être romancier, obtint pourtant le grand prix du roman de l'Académie française en 1971 pour son livre « La gloire de l'Empire ». 3 ans plus tard, il est admis à l'Académie française sous la coupole au fauteuil de Jules Romain. À 48 ans, il devenait ainsi le Benjamin de l'Académie française. Le 41e et dernier livre de l'écrivain paraîtra en février prochain chez Gallimard. Son titre qui suit sonne comme un défi « Et moi, je vis toujours ». Eh bien, l'immortel Jean d'Ormesson vit toujours et vivra à travers ses grandes œuvres littéraires. L'ICASA, la conférence internationale de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles, s'est tenue du 4 au 9 décembre en Côte d'Ivoire. C'est le plus grand rendez-vous du continent consacré à la lutte contre le VIH. 10 000 délégués étaient présents et parmi les intervenants, Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA ou encore la directrice Matshidiso Moeti du Botswana qui dirige la branche africaine de l'OMS. Le thème de la conférence était « L'Afrique, une approche différente vers la fin du sida ». La Côte d'Ivoire, pays hôte de l'ICASA, enregistre le taux de prévalence le plus important d'Afrique de l'Ouest. Il est estimé à 4%. Il n'existe pas de statistiques réactualisées, mais ce chiffre masque des taux très élevés dans les populations à risque, notamment chez les homosexuels, avec des chiffres jusqu'à 5 fois celui de la population générale. Malgré des chiffres toujours élevés en Côte d'Ivoire, on note une relative amélioration de la séroprévalence. L'épidémie recule, notamment en raison des messages de prévention, mais beaucoup de choses restent encore à faire, notamment au milieu rural. Décision de l'administration Trump. Le Tchad ajouté à la liste noire des États-Unis. Le Tchad a donc fait son apparition sur la liste des pays concernés par le nouveau décret migratoire américain. Ainsi, les ressortissants en provenance de l'Iran, de la Libye, de la Syrie, de la Somalie, du Yémen, du Venezuela, de la Corée du Nord et du Tchad ne pourront pas fouler le sol américain. Cette décision, qui était effective depuis le 18 octobre, a été confirmée ce mardi 5 décembre par Washington.
Le gouvernement américain accuse ces pays de manquement à la sécurité sur leurs voyageurs et d'un manque de coopération. Le gouvernement tchadien exprime son incompréhension face aux motifs officiels sous-tendant cette décision, motifs qui contrastent avec les efforts et les engagements constants du Tchad dans la lutte contre le terrorisme au niveau régional et mondial. Du 27 novembre au 2 décembre 2017, sous le haut patronage de M. Ali Bongo Ondimba, président de la République du Gabon, et la coordination scientifique du professeur Elikia Mbokolo, les locaux de l'ambassade du Gabon en France ont servi de cadre à l'exposition d'archives sonores, audiovisuelles, iconographiques des écrits des Liomba et aussi ceux du Gabon. À travers notamment conférences, stands d'exposition et témoignages, un intérêt bien particulier a été porté sur la trajectoire politique de Léon Mba. Le 27 novembre 1967 disparaissait à Paris le président Léon Mba, à la suite d'une longue maladie qui le contraignit à de fréquents séjours à l'hôpital Claude Bernard et a passé presque les 2 dernières années de sa vie dans la capitale française. C'était alors la fin, à 65 ans, d'une longue carrière politique entamée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, d'une vie riche d'expériences diverses. Chef de canton, militant des droits de l'homme, pensionnaire des géoles coloniales en Oubangui-Chari, leader de partis politiques, maire de Libreville, Premier ministre, président de la République et fait notable, pratiquant revendiqué du bitui, rite traditionnel dont il a contribué indirectement à la promotion nationale. 50 ans après sa mort, que reste-t-il aujourd'hui de cette vie? L'exposition Léon Mba, 50 ans après, a donc répondu à cette interrogation. Mon ambition pour nos relations n'a rien à voir avec ce que l'on fait depuis 20 ans. C'est la déclaration d'intention formulée par Emmanuel Macron à l'issue de sa visite express en Algérie mercredi 6 décembre. Une journée au pas des charges marquée par une rencontre avec Abdelaziz Bouteflika, son homologue algérien. Le chef de l'État français souhaite établir une relation décomplexée avec l'Algérie. Il fait un geste pour la réconciliation des mémoires et se tourne vers la jeunesse pour écrire une histoire nouvelle. Emmanuel Macron veut appliquer à l'Algérie la formule développée la semaine dernière à Ouagadougou, avoir une relation décomplexée sur les questions mémorielles pour mieux se tourner vers l'avenir. C'est à la jeunesse qu'il s'adresse en faisant ces annonces. Le développement de formations communes ainsi que d'une école spécialisée dans le numérique, la mise en place d'un fonds franco-algérien d'investissement ou encore la simplification des visas de circulation. Dans une rupture spectaculaire avec ses prédécesseurs George Bush et Barack Obama, le président américain Donald Trump a reconnu mercredi 6 décembre Jérusalem comme capitale d'Israël, suscitant ainsi la colère des Palestiniens et des réactions de réprobation bien au-delà du monde arabe. Par cette décision historique et unilatérale, Donald Trump tient l'une de ses promesses emblématiques de campagne. Même si le président américain s'est dit disposé à soutenir une solution à 2 États dans le cadre du conflit israélo-palestinien, le contenu de sa décision a déjà provoqué la colère du monde arabe. Jérusalem a un statut unique, 3 fois sainte pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Elle est au cœur du conflit israélo-palestinien, l'un des plus longs conflits de la planète. Alors qu'Israël a toujours exclu un éventuel partage, les Palestiniens revendiquent la partie orientale de la ville pour y installer aussi la capitale d'un éventuel État. Je serai candidat à l'élection présidentielle de 2018, a annoncé Vladimir Poutine mercredi 6 novembre. Lors d'une visite à une usine automobile dans la ville de Nizhny Novgorod, sur la Volga, cela était retransmis en direct à la télévision. Président par intérim de 1999 à 2000, après la démission de Boris Eltsine, Vladimir Poutine a gagné 2 fois les élections présidentielles en 2000 et en 2004. La Constitution l'empêchant de présenter sa candidature pour un 3e mandat consécutif en 2008, il a été Premier ministre pendant les 4 années de la présidence de Dmitry Medvedev. En 2012,
Poutine a regagné sa fonction de président de la Fédération de Russie après sa victoire de l'élection présidentielle pour un mandat allongé à 6 ans jusqu'en 2018. La présidentielle est prévue pour mars 2018. Le Conseil de la Fédération de Russie doit annoncer la date du scrutin entre le 7 et le 17 décembre, conformément à la constitution russe. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.